Dans cet épisode de la Quinterview. C'est quoi Drag Race? C'est quoi Drag Race? C'est mon trauma principal. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview enregistrée en live depuis le Paris Podcast Festival dans le studio de la Gaîté Lyrique. Et en public devant le studio. Coucou, ça va? Tout le monde va bien? Super. On vous entend pas mais on vous voit et vous avez le sourire donc ça fait vraiment plaisir. La Quinterview, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un podcast queer d'interviews libres, ouvertes et inclusives qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes drag, drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature plus l'infini et au-delà. Ici on parle de vie de drague, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview en live et en public, j'ai décidé d'inviter celle à qui RuPaul demande la recette du succès. Originaire de la Côte d'Ivoire, petite, elle voulait être Beyoncé. Et elle a découvert sa queerness dans son pays d'origine grâce au documentaire Paris is Burning, à Drag Race et aux soirées clandestines queer de Côte d'Ivoire. Et elle se politise et devient la femme de feu de Twitter tout en s'étant lancée dans des études de droit pour devenir avocat. La suite, vous la connaissez peut-être, elle arrive en France, rejoint la Ballroom et devient finaliste de la saison 2 de Drag Race France. Enfin, vous pensiez la connaître peut-être. Bienvenue pour ta Quinterview, Mami Wata. Hello! Merci de m'avoir, ça fait tout plaisir. Comment ça va? Le résumé, il est cool, hein? Je me sens un peu comme une star, là. C'est vrai. C'est un résumé qui est beau, ouais. Est-ce que t'as envie de te dire moi? Plus jamais. Je t'avoue que non. J'ai pas envie de le dire plus jamais de ma vie. Plus jamais de ta vie. Avant de commencer, quels sont tes pronoms et comment je m'adresse à toi? Elle, c'est parfait. Ok, et ben elle, parfait. on fera ça. Est-ce que tu es prête pour ta Quinterview? Yes, let's go. I'm Let's ready. go. Et ben déjà, on va commencer par le début. Où est-ce que tu as grandi et d'où est-ce que tu es originaire? Du coup, je suis originaire de Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 21 ans, 20 ans. Et c'est là que je suis arrivé en France pour mes études. Ok. Donc, sinon, j'ai toujours été en Côte d'Ivoire avant ça. Et alors, t'étais quel genre de petit garçon en Côte d'Ivoire? Et c'était comment de grandir en Côte d'Ivoire? C'était intéressant. Ça veut dire quoi? C'était intéressant. Non, mais je pense que j'étais un garçon classique. Hein. J'étais timide, mais je me réveillais quand il y avait du Beyoncé qui passait. Mais à part ça, j'étais vraiment timide. J'étais bon élève. J'avais mon petit groupe d'amis. J'étais un petit garçon plutôt cool, je dirais. Est-ce que t'as vu que je t'ai rendu honneur? Ah, c'est ok. J'ai mis un petit Merci t-shirt Beyoncé. En plus, il y a une traîne actuellement sur Beyoncé, donc ça tombe C'est bien. vrai. Ouais. Et alors, c'était quoi qui t'activait chez Beyoncé? Qu'est-ce que t'aimais? Ou la chanson vraiment que t'aimais plus que tout? La chanson que j'aimais plus que tout, c'était Naughty Girl. Okay. Naughty Girl de Beyoncé. Je pense que, encore une fois, je dis toujours, c'est la chanson qui m'a rendu gay, je pense. Voilà, celle-là. Ça t'a rendu gay? Même là, ça me fait des trucs. Là, j'ai des secousses qui me... Là, tu te sens plus gay qu'avant qu'il y ait la chanson? Non, là, je pense que je suis au maximum. Mais quand j'avais 5-6 ans, c'était vraiment l'épitome de ce que ça représentait d'être gay pour moi, vraiment. Ok. Et donc, je me souviens, j'attendais, parce qu'on n'avait pas YouTube à l'époque, parce que je suis de ces années-là. Donc, je devais attendre 19h30 que la musique, elle passe. Genre, il y avait vraiment un programme. Donc, c'est vraiment genre mon hymne national, je pense. Ah ouais? Ouais. Donc full Beyoncé. Et je sais pas, t'avais des camarades, des cousins, des cousines avec qui tu jouais. En fait, en gros, avec qui tu t'as partagé ton enfance? J'avais un groupe de camarades à l'école et au quartier normal. Mais le plus important, c'était vraiment mon groupe de cousines. J'avais 4-5 cousines et c'était vraiment mes girls. Genre vraiment, pour moi, j'ai toujours été la cousine éloignée qui n'était pas encore cousine mais qui voulait être la cousine. Ah, tu voulais être une cousine? Mais c'était vraiment mon rêve. Parce que genre, elles avaient tellement droit à des choses meilleures que moi. Elles avaient des Barbie. Elles étaient abonnées à Wish Magazine. Moi, j'avais que Picsou. Donc, je voulais vraiment être une cousine. C'était quoi, Witch Magazine? Witch Magazine, pour les 2000 Babies, c'est un magazine sur des sorcières. Il y avait Will, Irma, Cornet Araignée. Et vraiment, chacune avait un pouvoir d'élément. Et donc, c'était vraiment genre des cool girls. Ok. Et du coup, moi, je voulais être une cool girl et j'avais que Picsou. Bon, après, Picsou, c'était cool, mais il n'y avait pas les mêmes jeux dans Picsou, il n'y avait pas les mêmes quiz. Moi, je voulais faire le quiz en mode quelle pétasse es-tu et tout. Et Picsou, c'était pas ça. Donc, c'était pas ça du tout, quoi. Donc, t'étais un castor junior de force, quoi. Voilà, exactement. Ok. En plus, je les aimais tellement pas, les castors juniors. Ah ouais, c'est pourquoi? Non, je sais pas,
Il ressemblait un peu au garçon qui ton avec qui je faisais préféré? le scout. Comment? De quoi? Non, tu disais quoi? Il ressemblait à qui? Au garçon avec qui je faisais du scout. Ah, t'as fait les scouts? Je fais du scout aussi, malheureusement. Et de ma c'était vie. comment tes années scoutisme? Je me souviens, je suis allée à un jamboree une année et j'ai pleuré tous les soirs parce que j'en avais marre. Ah ouais. C'est le seul souvenir que j'ai de ma période scout. Ok, parce que t'as grandi avec la religion chrétienne, c'est ça? Ouais, j'ai grandi très chrétien. Toute ma famille est chrétienne, mon père, ma mère, on a grandi dans le prisme du catholicisme. Ok, et donc au point de pratiquer et de donner des cours toi-même, ou tu étais juste à recevoir? Non, du coup, j'ai fait le catéchisme. Je sais pas comment on dit en France. Nous, on dit catéchisme? Ouais, nous, on dit la catéchèse. Ok. Donc, j'ai fait la catéchèse, j'ai fait les 5 années, j'ai eu mon baptême, après j'ai été confirmé, et après j'ai commencé à moi-même donner des cours de catéchèse pendant 6-7 ans, jusqu'en terminale quasiment. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter En terminale, parce que j'étais plus en accord avec ça depuis un petit moment. Genre, j'avais commencé à arrêter à aller à l'église parce qu'on me forçait plus vers le collège, donc c'était déjà bien. Mais j'avais toujours pas réussi à passer le cap de dire à ma mère, j'ai plus envie de donner des cours. Et quand je suis arrivé en terminale, l'excuse du bac est arrivée. Je dis, j'ai envie de me concentrer pour avoir mon bac cette année, sinon je l'aurais pas. Donc ça a été mon excuse un peu, et je suis plus jamais retourné après ça. Et en grandissant, tu voulais faire quoi comme métier? Qu'est-ce qui t'intéressait? À part star, je sais tu voulais faire star? Je voulais être chanteur de base. C'est vrai? Je voulais être chanteur. Quand j'étais tout petit, c'était encore la faute à Beyoncé. Je voulais être danseur et chanteur. Et mon ennemi juré, c'était Justin Bieber. Quoi? Ouais, je le déteste. Et je pense que je le déteste toujours un peu. Vrai. Je pense qu'il y a toujours une partie de moi qui le déteste parce que je le regardais et je me disais, mais c'est moi en fait. Je pensais que j'avais plus de talent que lui. Ouais. Je pensais que j'étais possible. Voilà. Enfin, on le saura jamais. Enfin, je sais pas. Il a gagné en tout cas. Et du coup, je le voyais. On avait quasiment le même âge et il était la star qu'il pensait être. Et moi, j'étais pas la star que je pensais être. Donc, c'était vraiment mon ennemi, genre. Je me souviens, une fois, il y avait une série sur MTV qui s'appelait Room Raiders ou quoi. Alors, j'ai trouvé le nom, je l'ai noté et je l'ai à nouveau oublié. Mais oui, j'ai pas réussi à retrouver le reportage exact, mais où MTV débarquait chez toi et venait faire un room tour, visiter toutes les pièces de ta maison. Et donc, quand tu l'as vu, ça, tu t'es dit, ça aurait pu être moi? Je me suis dit plus que ça, parce que genre, j'étais chez moi, il était 19h, j'étais en train de pleurer dans mon salon. Ma mère, elle est passée, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as et tout. Je me suis dit, mais il a ma vie. Parce que genre, je regardais vraiment un reportage sur la maison de Justin Bieber et je me disais, mais c'est ce que je mérite. Je suis enfermé en Côte d'Ivoire, je peux rien faire, lui, il est en train de vivre ma vie, genre. Donc c'était vraiment bien aimé. Ok. Et alors, pourquoi ce rêve d'être chanteur, tu l'as pas poursuivi? Parce que ma voix, elle a mué. Ah. Parce que je sais que maintenant, j'ai une voix super masculine et tout, mais dites-vous qu'avant, c'était pas le cas. J'avais une voix genre vraiment toute petite, toute fluette. Du coup, je pouvais faire les notes, je pouvais faire des vagues, je pouvais faire des accords. Et quand je suis arrivée en 3e, la puberté, malheureusement, ça a commencé. Donc, ma voix a commencé à muer, elle a commencé à devenir un peu plus masculine. Et du coup, j'ai plus su chanter, je pense. Okay. Bon, après, je pense que j'ai pas fait l'effort d'apprendre à chanter avec la nouvelle voix que j'avais. Mais je pense que c'était dépassé un peu. Ok. Et du coup, ta carrière de star, pour toi, au moins dans ta tendre jeunesse, s'arrêtait à ce moment-là, où tu savais quand même que tu allais essayer de trouver quelque chose pour devenir... pour devenir Justin Bieber. Je pense qu'à ce moment-là, je voulais plus trop être Justin Bieber. Ah. Je pense que c'est comme... Il commençait à rentrer dans ces petits scandales et tout. J'étais en mode, oh non, genre, je suis trop mieux que toi. Donc, je pensais à... C'est le moment où j'ai commencé à abandonner un peu l'idée d'être une star, d'être un chanteur. Mais j'étais toujours artistique. J'aimais toujours le théâtre, j'aimais toujours le dessin, j'aimais d'autres trucs. Mais c'était plus forcément la chanson. Ok. T'as fait beaucoup de théâtre? J'ai fait du théâtre, pas beaucoup par rapport à ce qu'on peut faire, ce que j'aurais voulu faire. Okay. Mais j'en ai fait quand même, surtout dans mes années lycée. D'accord. Et tu jouais quel genre de rôle? Qu'est-ce qui t'intéressait? Je vais te parler de mon rôle le plus important de ma carrière, je pense. Plus que celui de Mami Wata, je pense. Je sais pas si vous connaissez, je parle à qui là? Tu parles à moi, okay. Mais tu parles un peu aux gens derrière, pour le droit de faire des signes, s'ils connaissent. Ouais, salut! Je sais pas, il y a une légende africaine, ça s'appelle Sundiata Keita et l'épopée mandingue.
Donc c'était un roman qu'on étudiait en seconde et c'est l'histoire d'un prince qui, au début de sa vie, il est infirme jusqu'à ce qu'il ait 10 ans, il devient enfin le prince qui était promis. Et dans cette histoire-là, moi j'ai passé les castings pour des castings, c'est les castings dans ma classe, c'était pas des castings très très publics. Et j'ai eu le rôle du héros principal, de Sunjata. Et j'étais en mode, ça me parle pas. J'ai pas envie de jouer ce héros, Je savais pas encore pourquoi, je savais pas tellement que j'étais queer, mais c'était vraiment un rôle qui me parlait pas. Mais il y avait un autre rôle qui me parlait un peu plus. Et c'était la mère de Sunjata, parce que c'était une femme qui avait souffert toute sa vie. Elle était bossue, elle était vilaine, on peut le dire, parce qu'elle était entendue comme vilaine. Et c'est une femme qui, tout le monde l'a détestée au village, et elle avait son grand moment. Il y a un moment où on chantait, où son enfant, il commençait enfin à devenir ce qui était promis, et elle sortait un peu de l'ombre, et elle devenait la femme forte du village. Et moi, j'ai dit, est-ce que je peux être elle? Moi, j'ai besoin d'être elle. Et ma prof, elle a dit, non, c'est une femme, quoi. T'es un garçon, t'as déjà eu le rôle. J'ai dit, non. J'ai dit, sinon, je le fais pas. Je veux vraiment, ce rôle de cette femme. Et ma prof, elle m'a fait confiance, elle m'a donné le rôle. Et honnêtement, c'est mon Oscar personnel. Je pense que ce rôle, c'est vraiment mon Oscar. S'il y avait les Oscars en Côte d'Ivoire pour des productions de collège, je l'aurais eu. Vraiment. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'on peut tous considérer que tu l'as eu. Ouais, j'en suis persuadée. Je pense que je l'ai, cet Oscar. Donc, c'était vraiment mon rôle le plus important, je pense. Et c'était mal vu en Côte d'Ivoire de s'habiller ou de déguiser en fille quand on a un petit garçon? C'était très mal vu, mais après, moi, mon prétexte, c'était l'art. Le prétexte de ma prof aussi, c'était l'art. Quand elle a dit à ma mère que votre fils, il est très talentueux, il vient de jouer une femme, ma mère, elle n'a pas compris que c'était de l'art. Donc, elle n'était pas très contente. Mais, j'étais déjà victime, entre guillemets, de moquerie et tout. Donc, pour moi, c'était en mode, j'ai envie de faire mon rôle, je vais le faire. Et après, même ceux qui se moquaient de moi, ils m'ont félicité, ils m'ont dit vraiment, t'as d'être ça. Même les autres profs, ils sont venus parce qu'on a refait après plus tard, tellement la production était grandiose. Bien sûr, évidemment, donc il y a eu reprise. Donc, en vrai, non, ça va. Et quand tu disais que tu subissais un peu des moqueries, c'était quel genre de moqueries et sur quoi? C'était les classiques, je sais pas si je peux dire les mots. Je peux dire les mots. Ouais, c'était les classiques, c'était petit PD, c'était nanana, c'était ça, ma moquerie préférée, elle me fait toujours rire aujourd'hui. Tous les matins quand j'arrivais à l'école, parce que je sais pas si vous faites ça en France aussi, mais nous on écrit l'effectif de la classe. L'effectif de la classe. L'effectif. Sur le tableau. Okay. Du coup on était, parce qu'on était 60 je crois dans la classe, donc ils mettaient garçon 32, fille 28, inconnu 1. C'était pour moi. Et chaque jour, il changeait, il mettait inconnu, ou il mettait mon nom de famille, il mettait mon prénom, mais il s'est réinventé quand même. Donc c'était vraiment la blague récurrente. Donc à un moment, ça a commencé à me faire rire. C'était fait avec malice, mais honnêtement, moi, il y a des gens qui sont non-binaires aujourd'hui, donc I guess j'étais la pionnière. La pionnière, je pense. Et est-ce que en Côte d'Ivoire c'était possible de grandir comme garçon efféminé? Parce que en Côte d'Ivoire, si je dis pas de bêtises, c'est un pays d'Afrique où l'homosexualité elle est tolérée officiellement, mais pas vraiment acceptée, on va dire, officieusement. Et du coup, toi, comment t'as pu grandir au milieu de tout ça et même t'épanouir? Moi, je dirais que c'est le contraire. Elle est tolérée officieusement et elle n'est pas acceptée officiellement. Parce qu'en gros, il n'y a aucun texte de loi, il n'y a aucun article qui dit que c'est interdit d'être homosexuel ou d'être queer, peu importe. Mais c'est très, très mal vu par la société. Mais du coup, on dit un peu qu'on a un peu une chance parce qu'on est quand même un des seuls pays d'Afrique qui ne condamne pas. Donc, on est un peu mieux lotis par rapport à d'autres pays, mais bon, on est encore loin de ce qu'on a en France. On est encore loin des personnes queer qui ont des droits. Donc, moi, j'ai grandi. Je me souviens, le truc le plus important pour moi, c'était de prouver que j'avais toujours raison. Je détestais avoir tort. C'est un truc que jusqu'à maintenant, je déteste. Donc, quand j'ai grandi, c'était vraiment ma mission, c'était de prouver à tout le monde
qu'ils avaient tort sur moi et que c'est moi qui avais raison, que j'étais pas queer. Parce que tout le temps, on me disait, ouais, toi, c'est sûr, tu vas finir comme ça et tout. Et moi, j'étais en mode, je vais vous prouver que, encore une fois, j'ai raison. Vous allez voir. Donc, c'était vraiment, c'était ma bataille personnelle. Donc, tu avais envie de prouver que tu avais raison parce que les autres avaient vu quelque chose en toi. Toi, tu voulais pas leur donner. Je voulais leur donner tort, quoi. Ouais. Et alors, du coup, comment tu leur donnais tort? Qu'est-ce que tu faisais pour. Ça a été la période où j'ai commencé à avoir des copines. J'ai essayé d'être un fuckboy du collège, quoi. J'ai essayé d'être un garçon, mais bon, ça n'a pas très mal marché pour moi, j'ai envie de dire, parce que voilà le résultat aujourd'hui. Donc, mais c'était une période un peu compliquée, on va dire. Et est-ce que y a un moment, un événement qui t'a permis, on va dire, de te révéler aussi au grand jour à toi, à qui tu étais, et justement à plus chercher à donner raison ou tort aux personnes qui t'entouraient? Je pense que c'est jamais parti le fait de vouloir donner raison, mais ils avaient juste raison à un moment. Ouais. Et le déclic pour moi, je pense que c'est quand je suis rentrée à la fac en Côte d'Ivoire, parce que je venais juste d'avoir mon bac. Je suis allée à une soirée en boîte de nuit une fois et je me suis fait draguer par un garçon. Okay. C'est la première fois que je me faisais draguer par un garçon et du coup j'étais en mode, oh non, arrière de moi Satan, pas maintenant. Du coup je suis rentrée chez moi, j'y pensais. Ouais. Et le garçon en question, il m'a retrouvé sur les réseaux sociaux. Avant, c'était mon nom du gouvernement. Je sais pas comment il a fait. Mon nom du gouvernement. Je sais pas comment il a fait. Il m'a retrouvé sur les réseaux sociaux et il m'a envoyé un message. Il m'a dit pour réitérer un peu ses avances. Et du coup, moi, j'étais un peu perplexe. Parce qu'avant ça, je commençais à me poser des questions. J'étais déjà à la fac, donc je savais un peu que j'avais une attirance pour les garçons. J'avais le porno autour de moi, je voyais ce que j'aimais, je voyais ce que je connaissais. Mais j'avais toujours une copine à l'époque, donc c'était en mode non, j'ai pas trop envie. Et il a insisté et j'ai fini par dire oui à un rendez-vous. Okay. Et je suis allée à un rendez-vous, il m'a invité à une soirée. Et du coup, je suis arrivée à cette soirée-là et il n'y avait que des personnes queer. Mais c'était des soirées qui se passaient genre clandestinement, on peut dire, parce qu'on sortait de chez nous, on était tous masculins dans notre façon de se présenter et on faisait le chemin dans le taxi. Quand tu arrivais à la soirée, tu pouvais être la personne que tu voulais, tu pouvais mettre un peu de maquillage, commencer à danser, commencer à embrasser des garçons, genre c'était vraiment genre un oasis pour nous, genre dans tout le climat anti-queer de la Côte d'Ivoire. Donc c'est à ces soirées-là que j'ai commencé genre à rencontrer d'autres personnes queer. C'est là que j'ai rencontré les premières personnes queer de ma vie, qui sont toujours mes potes aujourd'hui. Et c'est là que j'ai commencé vraiment genre à m'épanouir en tant que personne queer. Et même, c'est une période de ma vie où genre je venais juste de quitter l'église, entre guillemets. Donc j'avais toujours des accroches pour moi, toujours envers l'église. Donc j'osais pas faire beaucoup de choses, genre j'osais pas toucher même un garçon, j'osais pas embrasser, j'osais même pas, genre on m'appelait la Vierge Marie même, je me souviens. Donc c'était vraiment genre la révélation queer pour moi, mais j'étais encore timide. Mais quand tu parles d'oasis, j'imagine, donc il y avait toi, mais il y avait aussi, c'était un oasis pour tout le monde en fait, un ou une, je sais plus, mais un oasis pour tout le monde, et en fait tout le monde arrivait, on va dire, avec ses habits du quotidien et se transformait, et était flamboyant jusqu'au petit matin et jusqu'à repartir. Et on repartait à nos vies du quotidien. Ouais. Du coup, je pense que c'est un truc qui a toujours existé dans l'histoire des personnes queer. On a toujours besoin de se retrouver, on a toujours besoin de se réunir. Et quand la société nous laisse pas la possibilité de se réunir, on est obligé de trouver des endroits pour le faire entre nous. Donc je pense que c'est un truc qui est commun, c'est un truc qui est vécu, on l'a pas inventé, mais l'impact que ça a dans nos vies, c'est une dinguerie. Je parlais avec des gros mots là, je suis revenu dans une dinguerie. mais genre vraiment c'est vraiment ce dont on avait besoin. Et moi c'est vraiment là où j'ai vu ces personnes queer et je me sentais pousser des ailes, je me sentais comme une nouvelle personne. J'étais en mode this is what I'm supposed to do, genre c'est vraiment genre ça que j'ai envie de faire. Et là c'est comme ça j'ai commencé à découvrir, à m'intéresser sur la culture queer. J'ai commencé à découvrir Paris is Burning, j'ai commencé à découvrir Drag Race. C'est comme ça que j'étais en mode il y a ce monde là qui existe. Et même moi ça m'a changé, parce que avant de rentrer là j'étais genre timide, j'étais pas forcément vocale et genre j'étais le nouveau arrivé dans ce groupe entre guillemets, et je me suis transformé en la personne la plus visible, la plus vocale du groupe. Genre il y a eu un déclic.
Ouais, et j'ai commencé, genre, c'est là où j'ai créé mon compte Twitter Femme de Feu, où genre, j'étais devenu virulent, et j'étais genre, en mode, je voulais me maquiller pour aller à l'école, j'étais en mode, je suis queer, vous pouvez plus m'enlever ça, j'ai mes droits, alors que c'était pas forcément le cas, c'était vraiment dans ma tête. Et je pense que c'est là que tout a commencé, genre, c'est là que la personne que je suis aujourd'hui s'est construite, je pense. Ok. Et justement, d'où elle t'est venue cette énergie, cette envie? C'était se dire, attends, je suis au milieu de personnes qui ne peuvent pas être qui elles sont, et moi j'ai envie d'être, je sais pas, 100 fois plus qu'elles ne le seront jamais pour les représenter, c'était pourquoi en fait? C'était le fait au début, parce qu'au début, je jouais le jeu. Je venais dans les soirées, je venais de façon masculine, et j'arrivais à la soirée, je devenais féminin pour la soirée, et je retournais chez moi de façon masculine. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir à être féminin seulement un samedi sur deux dans une maison de 1h du matin à 6h du matin. J'ai envie d'être moi-même à tout moment. Et du coup, j'étais en mode, je commençais, même quand on était en dehors, je commençais à montrer ma féminité un peu plus. Bon, j'étais déjà féminin, je peux pas, c'est un truc qui était en moi, je pouvais pas le cacher. Mais de façon même volontaire, je commençais à mettre du maquillage pour aller en cours. Je commençais à montrer que j'étais là, que j'étais queer. J'avais pas peur d'être queer dehors. Et même, je me souviens, genre, ça faisait peur un peu à mes amis des soirées, parce que je commençais à ne plus prendre les taxis de façon masculine et à arriver juste féminin tout le temps. Et même eux, ça leur faisait peur, parce que bon, s'il y a quelqu'un qui est aussi visible, ça les rend visibles par procuration. Et c'était pas forcément leur objectif. Aujourd'hui, genre, c'est toujours mes amis, mais on était une vingtaine. Bon, le casting est changé, mais je repense aux toutes les personnes qu'on était. Je pense que je suis la seule personne qui est aujourd'hui out. Alors que ça doit faire genre 6-7 ans. Et sur toutes les personnes qui arrivaient là-bas, toutes les personnes, le roster qui s'est changé. Il y en a qui vivent aujourd'hui en France, j'en connais, j'en vois certains, et ils sont toujours pas out. Donc c'est pour dire à quel point genre, c'était engrainé en nous le fait de devoir se cacher. Et donc c'est vraiment moi, genre, ça a été un déclic pour moi, j'ai dit j'ai plus envie de me cacher. Et aujourd'hui, depuis que tu as quitté la Côte d'Ivoire, c'est toujours la même chose, ça n'a pas vraiment changé, c'est pire, c'est comment? La dernière fois que je suis retournée, c'était en 2022, je crois. Et moi, je suis arrivée, je faisais déjà du drag, j'étais déjà dans mon truc, donc je suis arrivée, moi je me maquillais, je partais à l'école. J'étais réinvitée à une des soirées, je suis arrivée, j'étais... Genre vraiment, j'avais besoin de montrer que j'avais évolué, entre guillemets. Donc tu sens quand même les regards, tu sens les jugements, tu sens dans les quartiers. Moi, je sais que quand j'avais commencé à me maquiller, j'avais fait mon compte Instagram public. Les voisins, ils ont fait des screens, des captures, ils sont allés s'asseoir chez moi, ils ont sonné, ils ont dit à mes parents, on a besoin de vous montrer ça parce que votre enfant il commence à se perdre en Europe, allez le chercher et tout genre. Donc il y a toujours cette pression sociétale de comment empêcher ces têtes d'être queer. Donc les droits ils sont... Je sais pas si j'ai envie de dire ils sont mieux parce qu'ils sont pas mieux, parce que là récemment en plus il y a un scandale sur la chasse au woubi qui s'est passé genre récemment, juste le mois dernier en Côte d'Ivoire. Woubi, ça signifie en gros c'est homosexuel, ouais, mais péjoratif. Et ils faisaient genre une chasse à ça parce que selon eux genre on commence à avoir trop de droits en Côte d'Ivoire, et ils étaient en mode il y a plein de documentaires qui sont sortis genre vraiment juste le mois dernier où ils voulaient... C'est-à-dire que réinstaurer le fait qu'on est contre nature et qu'on ne devrait pas l'oublier, et même demander, il y a eu des marches et tout pour demander au gouvernement de se prononcer sur la question et de mettre en place des lois contre les queers. Oui, donc, c'est ça. En fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a en gros, la Côte d'Ivoire est entourée de pays pour qui on va dire l'homosexualité n'est pas autorisée, est interdite, punie, etc. Donc la Côte d'Ivoire est effectivement un pays où les personnes qui sont ostracisées dans leur pays viennent, et sauf que en Côte d'Ivoire, du coup, pour certains, ils n'aiment pas ça, et en plus de ça, ils viennent jusqu'à inventer des fake news, des histoires de pédocriminalité, etc. Ah, t'es au courant. Et on s'informe, quoi. Est-ce qu'on lit des articles? I know that's right. Donc c'est assez terrible ce qui s'y passe, en ce moment. Et tes études de droit, pourquoi t'es passé de vouloir être Justin Bieber à vouloir être avocate? Je pense que c'est venu un peu de mon père, parce que en vrai j'ai toujours été un élève doué à l'école. Je sais que j'en ai pas trop l'air, mais j'ai toujours été bon à l'école. Genre j'étais dans le lycée d'excellence de mon pays. J'étais vraiment genre un bon élève. Donc mon père il a dit pourquoi pas.
toujours avoir raison, t'es bon élève, tu sais étaler tes idées quand on a. Elles sont un peu farfelues, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il m'a dit, je pense que le droit, ça peut être un bon chemin pour toi. Et moi, j'ai dit, bon, pourquoi pas? Donc j'ai commencé, j'ai fait la L1, la L2. Et ça a correspondu à la période où j'ai commencé à me libérer en tant que personne queer. Et je me suis dit, c'est peut-être un truc que je peux utiliser de sorte à combiner ma passion de guillemets pour les queers, ma nouvelle passion, et le droit que je fais et faire un droit qui peut protéger les personnes queer parce qu'on est, encore une fois, dans un pays où il y a personne qui défend la cause. Donc d'être dans une optique de faire du droit et mêler ça avec les besoins que la communauté avait. Ok. Et donc ça, c'était vraiment, on va dire, ta motivation principale. Elle a évolué, elle a changé quand t'es arrivé en France? Un peu, un peu. Parce que du coup, j'ai eu ma licence en droit privé en Côte d'Ivoire, mais je suis revenu en France, j'ai fait une autre licence en droit, encore. Et du coup, j'étais en master. Et quand j'étais en France, j'étais un peu plus libre d'être queer, entre guillemets, partout. Donc, je commençais à avoir d'autres centres d'intérêt. Mon art, il commençait à se réveiller un peu plus. Donc, j'étais toujours à la fac, je faisais mes masters parce que j'y étais, parce que j'avais promis à mes parents que j'allais le faire. Donc, je le faisais plus par passion, ni plus par le désir de vouloir défendre quoi que ce soit, parce que je suis arrivé en France et j'ai plus senti l'utilité de le faire. J'ai senti que peut-être que c'est ma faute à moi ou que c'est wrong de ma part, mais j'ai senti qu'il n'y avait plus besoin de moi comme on avait besoin de moi en Côte d'Ivoire. C'est un peu narcissique, mais j'avais l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on était tellement peu à être visible, à être queer, et à connaître même genre les textes de loi, parce que moi, à cette époque-là, je les connaissais, je pouvais avoir un débat genre politique avec une personne qui ne connaissait pas et pouvoir instruire. Et quand je suis arrivé en France, mon impact, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il n'était pas aussi important. Donc, je me suis un peu découragée, entre guillemets, de la cause. Et je me suis dit, il y a d'autres personnes qui le font, il y a des dizaines d'associations. Mon impact, il est plus aussi important qu'il était. Et j'ai laissé ça un peu de côté. Et en même temps, j'ai eu de nouvelles passions. Le drag, il a pris beaucoup plus de place dans ma vie. Voilà. Okay. Donc, oui, tu as trouvé d'autres luttes, des luttes différentes, et des luttes plus artistiques. Voilà, qui étaient plus adaptées à la période. Donc, je pense que c'était le cheminement logique. Et du coup, j'ai délaissé un peu le droit. Bon, j'ai quand même fini, j'ai quand même eu mes masters et tout. Mais c'était plus dans l'optique où j'étais il y a quelques années, où j'étais en mode je vais avoir mon diplôme. Et voilà, j'ai déplacé mes luttes, exactement. Et bien justement, on va y arriver à la partie drague, mais avant ça, et aussi à tes débuts dans la ballroom, mais avant ça, on y revient juste après les questions de Mia. Alors Mia, elle n'est pas présente physiquement aujourd'hui au Paris Podcast Festival, mais elle a quand même toujours des questions. Et du coup, salut Mia. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 5 ans. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Et oui, parce que je ne serais rien sans Mia, et avec elle, on a préparé plein de questions pour toi, et déjà, elle voulait te saluer. Bonjour, Mami Wata. Est-ce que tu passes une bonne journée, Mami Wata? Est-ce que tu passes une bonne journée, Mami Wata? Je passe une très très bonne journée, en vrai. J'ai des problèmes dans les transports, mais à part ça va très bien, Mia. Regarde, t'es arrivé à 31 pour un enregistrement à 30, réellement, ça va. Ça va. Allez, première question de Mia. Pourquoi tu t'appelles Mami Wata? Est-ce qu'il faut que je l'explique pour quelqu'un qui a 5 ans ou il faut que j'explique? Tu l'expliques pour quelqu'un qui a 5 ans. Mon gars, Mia. Du coup, c'est une légende très, très connue dans l'Afrique de l'Ouest. Mami Wata, c'est une sirène, c'est une divinité et elle est censée être une femme méchante. Donc, on n'est pas censé l'aimer beaucoup. Quand on te dit que tu es associé avec l'esprit de Mami Wata, c'est un truc qu'il faut rejeter. Okay. Et du coup, quand moi j'étais petit, quand j'avais 5 ans et plus même, c'est un truc qu'on m'a dit souvent, que j'avais cet esprit de Mami Wata en moi parce que je faisais des choses qui n'étaient pas acceptées par tout le monde. Donc, quand j'ai commencé à devenir un peu plus maître de mes actions, j'ai eu envie de reprendre possession de ce qu'on m'avait dit quand j'étais petit et de donner une valeur positive à cela. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom, parce que je pense que tout ce qu'on m'a dit, aujourd'hui, ça a construit la personne que je suis et ça fait de moi le vrai esprit de Mami Wata.
Oui, c'est ça, l'esprit de Mami Wata, c'est l'esprit de la féminité, de l'hyper-féminité, de la mode, de plein de choses, du bling-bling, il y a plein de trucs qui vont avec... Vraiment, tout ce qui est... Quand une femme est trop ouverte, opulente. Voilà. Quand une femme s'habille trop court, quand un homme un peu trop efféminé, on dit que c'est un esprit de Mami Wata. Hein? Toi, t'habilles trop Non, court. ça m'arrive jamais. Bon. On dit que cette personne a l'esprit de Mami Wata parce que genre c'est censé être en gros le démon qui est lié à la luxure, à tout ce qui est excessif, mais voilà. Mais pour moi, genre Mami Wata, c'est vraiment une des plus grandes icônes féministes de l'Afrique, parce que même si c'est pas dit, c'est pas voulu, mais pour moi, ça reste vraiment genre une des icônes qui représente le plus la libération de la femme, la libération des personnes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me le réapproprier. Mami Wata avec un seul T. Avec 2 T. Toi avec 2 T, mais sinon c'est avec un seul T. Non, ça marche avec 2 T. Les gens ils écrivent de plein de façons différentes. Donc, on fera la dictée de Pinot une autre fois. Est-ce que tu es une sirène? Parce qu'elle a vu une photo de toi en sirène sur ton profil Instagram. Ok, ça m'arrive. Ça m'arrive, comme là sur la photo du coup, ça m'arrive d'être une sirène. Pour moi, encore une fois, genre une sirène, c'est censé être une femme un peu aguicheuse, un peu, dans son océan, dans ses vagues, dans sa sexualité, dans sa sensualité. Et c'est pour ça que moi, je trouve que je peux être une sirène, des fois, ça m'arrive, oui. Très bien. C'est quoi Drag Race? C'est quoi Drag Race? Drag Race. Alors expliquez à une enfant de 5 ans, vas-y. C'est mon trauma principal. Pourquoi? Non. Drag Race, c'est une émission qui a commencé aux États-Unis par la légende du drag RuPaul. Et c'est un concours pour des drag queens. J'espère que tu connais. Moi, c'est pas une drag queen quand même. Oui, ça va. Ouais. Elle en a sa 2e saison. Elle en a déroulé des drag queens. C'est un concours pour des drag queens et c'est super important parce que ça nous donne l'opportunité de raconter nos histoires en tant que personnes queer. Et on en a des histoires tellement différentes. Donc, c'est pour ça que c'est important. Très bien. Merci beaucoup, Mia, pour toutes tes questions. Merci, Mia. C'était sympathique. Merci, Mami Wata. À la prochaine. Je vous embrasse tous. Bonne journée. Bisous. Bisous. Merci beaucoup, Mia, et merci à tes parents, Alice et Gilles, de t'avoir permis de te poser toutes ces questions. On arrive, Mamie. Du coup, elle a dû aller sur mon Instagram, c'est ça? Ah ouais. Là, c'est son métier. Qu'est-ce que je te dis? Elle est vraiment journaliste de formation à l'âge de 5 ans et demi. Quand même bien plus que sur certaines chaînes de télévision. Mais alors, et du coup, on arrive à autre chose. Pour quelle raison t'as eu envie de commencer le drag, toi? Waouh. Je suis désolé, il n'y a pas de verre d'eau, vraiment, on est cheap ici. On ravale nos salives et nos larmes. Je suis star un peu, traitez-moi bien. Non, parce que honnêtement, c'était l'accumulation de tout ce que je faisais. Parce que, comme je t'ai dit, j'aimais le chant, j'ai fait du théâtre, j'aimais la chanson, j'aimais être une star, je voulais être une star. Et en plus de ça, il y avait cette libération queer que je venais d'obtenir. Et je me suis dit, c'est vraiment le point culminant, c'est le mot. C'est le point culminant de tout ce que j'avais entrepris jusque-là. Et c'est vraiment la destination finale de tout ce que j'avais fait, tout ce que je voulais faire. Donc pour moi, ça a coulé de source. Ok. C'est quoi cette expression? Ça a coulé de source, je sais pas, c'est toi. Français. Tu choisis toi-même cette expression. Ouais, ça a coulé de source, t'inquiète. Et alors, comment t'as commencé? C'était quand et comment cette première fois en drague? Je me souviens au début, c'est quand je regardais Drag Race, j'étais toujours en Côte d'Ivoire. Et je commençais à me cacher, je rentrais dans la douche de ma mère, je prenais un petit eyeliner par-ci, un petit fond de teint par-là, et j'expérimentais. Et ça a commencé à devenir, l'envie est devenue beaucoup plus forte et j'avais pas assez de matériel chez ma mère, donc j'ai commencé à voler les copines. J'ai demandé, est-ce que tu veux me passer? J'aime bien ce fard à paupières, il est beau, est-ce que tu veux me passer un peu? Et du coup, ça devenait, j'avais besoin de plus. Et même, je me souviens, pour aller au marché, je disais à mes copines, parce qu'il fallait que je m'en achète, mais je pouvais pas juste me présenter au marché et essayer les fonds de teint sur moi, essayer les fards à paupières sur moi. Du coup, je prenais une copine. Et elle essayait sur ma main, et elle disait « tu penses que ça me va ?» Comme si c'était pour elle. Okay, et je disais « pour toi. Mais c'était pour moi. » Donc, on avait plein de stratagèmes comme ça. Donc, c'est comme ça, j'ai acheté du maquillage, et je me suis fait ma petite collection, et je me maquillais tous les soirs chez moi. J'essayais des choses, j'essayais des trucs, je faisais des trucs club kids, je faisais des trucs très féminins, je faisais plein de choses. Je faisais une petite photo, ça restait dans ma story Instagram privée. 24 heures, ça disparaissait le lendemain. Et je réessayais un autre jour. Donc vraiment, c'est comme ça que ça a commencé petit à petit. J'avais peu de ressources, mais la volonté. Ok.
Et du coup, quand je suis arrivée en France, c'est là que j'ai commencé à avoir un peu plus de maquillage de qualité, que je pouvais aller acheter moi-même à NYX ou à Sephora et commencer à acheter des perruques, commencer à expérimenter vraiment, genre de façon un peu plus sérieuse. Ok. Et cette première fois en drague, en public, elle est arrivée rapidement, facilement ou pas du tout ? Oh, Seigneur. Après, on peut faire un résumé de tes actes manqués. Hein. Non, mais parce que j'avais mon premier show qui était prévu en mars 2020. Du coup, déjà, si vous avez les références, vous comprenez déjà comment l'histoire va se terminer. Donc, je m'étais préparé, j'avais préparé mon numéro, j'avais fait mon mix et tout. 2 semaines avant, Miss Covidiana, elle est arrivée, le show était annulé. Et bim. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas grave, ça me donne le temps de se préparer pour faire de meilleures performances. Mais heureusement, parce que la performance, elle aurait été horrible. Donc, on arrive, je crois on arrive en septembre 2020, l'année qui suit, pendant le 2e confinement. Et du coup, on doit faire un show pour la Black Excellence. C'est un show qui existait à l'ancienne avec que des artistes noirs. Et on enregistre le show de façon digitale. Tout le show est filmé et tout. Et le show, il doit sortir dans 2 semaines. 1 semaine avant que le show sorte, la propriétaire du show est cancel. Donc je me dis... Donc deuxième... peut-être que Dieu est contre moi au final. Deuxième acte manqué. Je me dis peut-être que Dieu est contre moi au final. Et du coup là je suis en mode j'ai vraiment besoin de faire du drag. Donc là je commence à chercher les petits concours de drag en ligne parce qu'à ce moment-là le drag il était très très digital. Ouais. Donc je fais des petites performances en ligne et jusqu'à ce qu'on arrive à ma première performance au marché drag en 2021. Et alors comment c'était ? Comment ça s'est passé ? Comment tu t'es senti ? Est-ce que les gens ont vu la star qui était en toi ? Ils ont vu beaucoup plus que ça, je pense. On en a parlé en plus avant-hier. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit « Ah, mais toi, je me souviens de toi, c'est pas toi qui... » Je vais raconter l'histoire du coup. Oui, tu m'as raconté l'histoire, mais est-ce qu'on la partage avec ceux qui nous écoutent et nous regardent ? Malheureusement. Essaye de le dire de manière imagée. Ok. Du coup, donc tu étais en train de performer sur la scène du marché drag. Quand soudain ? Parce que contexte, c'était ma première performance en public, donc j'avais pas encore toutes les techniques que j'ai aujourd'hui, dont le tech. C'est-à-dire la technique secrète des drag queens du scotchage de Zizi, que j'avais pas encore maîtrisé forcément à l'époque. Toujours pas non plus d'ailleurs. Du coup, j'étais sur scène, et là, mon bout de scotch, il saute. Ah. Et vous savez, Mami Wata, c'est une personne qui est très en bikini. Sauf que je n'avais pas encore la maîtrise de mes bikinis à l'époque. Donc mon bikini, il glisse sur le côté. Ah. Et pour le contexte, le marché drag, c'est un événement... Familial. Tout public. On nous envoie un message quelques jours avant. Évitez les performances un peu sexuelles, il y aura des enfants et tout. J'ai dit, bien sûr. Et là, t'as mon zizi. Les... copine de mon zizi aussi, tout le monde est dehors pendant la performance. Tout le monde s'est amusé. Tout le monde a performé avec moi ce jour-là. Et il y a eu des stories Instagram avec mon zizi pendant des semaines. J'ai dû envoyer des messages. Coucou, salut, ça va ? Tu peux retirer cette story s'il te plaît ? On voit mon zizi. Vraiment à une dizaine de personnes. Donc c'est une performance qui est restée un peu... Moi, c'est iconique. Hein. Moi, je dis que ça a marqué la personne que j'ai aujourd'hui, on va dire. Mais c'était la première expérience. Et du coup, c'était une scène ouverte et j'ai quand même gagné à la fin. Grâce à ça ou à quoi ? Non ? C'est une combinaison. Ah ouais. c'est une combinaison, je pense. Et aujourd'hui, Mami Wata, elle ressemble à quoi ? C'est quoi l'esthétique de Mami Wata ? Comment on la reconnaît ? Pour moi, j'ai envie de dire c'est une jeune fille. C'est une jeune fille... libérée, libérable. Je pense que c'est une jeune fille un peu mimi, un peu sexy. Parce que au début, quand j'ai commencé le drag, comme je vous ai dit, j'expérimentais, c'était très Club Kid. Mais quand je suis arrivée dans la ballroom, il y a une fusion entre mon maquillage d'avant et le maquillage de la ballroom qui est très, très simple. Donc, il y a une fusion de ça. Et même après, j'étais une période où je me maquillais pas beaucoup. Si vous regardez Drag Race, malheureusement, je me maquillais pas beaucoup et je regrette. C'est un des plus grands regrets sur Drag Race. Qui est cette fille ? Elle a mis du gloss, elle a dit c'est bon, je suis prête. Donc vraiment, je sais pas qui est cette personne, mais aujourd'hui, mon maquillage, il est toujours très
soft, très féminin, très jeune fille du village d'à côté, mais avec un peu plus de travail. On sent que j'ai passé un peu plus de temps quand même. Jeune fille du village d'à côté. Tu regrettes de ne pas t'être maquillée dans Drag Race, c'est ça? Complètement. Mais parce que je me ressemble pas, je trouve. Sauf que parce que dans Drag Race, je finissais toujours la première. On disait, vous avez 2 heures pour me maquiller. Moi, j'avais fini en 30 minutes. J'étais assise, je disais, racontez vos histoires qui font pleurer. Donc vraiment, mais j'aurais dû prendre plus de temps, je pense, sur mes tenues, sur mon maquillage, sur mes perruques. J'aurais vraiment dû prendre mon temps. Bon, t'es quand même arrivé en finale. Bon, sans gagner de Maxi Challenge, mais t'es quand même arrivé en finale. Mon trauma. Un autre de mes traumas. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Hein. I guess c'est mon chemin à moi. Et si tu devais refaire Drag Race aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ou que tu referais pas? Je ferais tellement pas beaucoup de choses, je pense. Parce que je pense que dans Drag Race, j'étais un brat. Ouais. Je pense que mes brats... C'était une peste. Pas dans le sens de Charlie XCX, Brat Summer qui est cool. C'était une brat que t'as envie de gifler, je pense. Okay. Parce que j'avais pas conscience que... Pour moi, j'ai toujours été une personne super solaire. J'ai toujours été wouhou. Mais sauf que je peux être solaire dans le côté, mais après j'ai un côté où quand je suis dans mes sentiments, je suis très fermée, je suis très comme ça, j'ai pas envie de parler. Tu fais la tronche. Voilà. Sauf que c'était pas forcément adapté à la télé et c'était pas forcément respectueux pour toutes les personnes qui avaient derrière les caméras, derrière toute la machine qui est Drag Race. Et quand t'es une personne, tu viens travailler le matin, tu te lèves à 6h et que t'arrives et la première meuf que tu vois, c'est la meuf qui est comme ça. Je pense que c'est pas très... Bon, il me voit pas, mais le public là me voit. Je pense que c'est pas la personne la plus... Avec la personne avec qui t'as envie de connecter le plus forcément. Et je trouve que c'est un truc qui s'est pas forcément vu à la télé parce que j'ai l'air très... Bibi bourra. Mais c'est vraiment le truc que je regrette le plus, mais c'est un truc personnel. Donc c'est, on va dire le comportement de manière générale, quoi. Voilà. Tu aimais être un peu plus... Voilà, un peu plus... Solaire partout. Solaire. Voilà, juste profiter de l'instant, profiter du moment, parce que c'est un truc qu'on est censé vivre une seule fois dans notre vie. Donc c'est vraiment genre un truc que je pense pas que je vais revivre. Donc j'aurais vraiment aimé profiter du moment, sourire un peu plus, être un peu plus comme je le suis dans la vie de tous les jours et laisser un peu plus le stress de côté et m'amuser. Qu'est-ce que le drag a changé à ta vie? L'argent. Déjà, le drag ou Drag Race? Le drag déjà, et Drag Race dans un deuxième temps, mais... Le drag, je pense que ça m'a apporté la libération. Je pense que ça m'a apporté la libération sur tellement de sujets. Je me sens plus moi-même aujourd'hui dans ma peau parce que j'ai fait du drag. Je me sens plus libre avec mes parents. Je me sens plus libre de leur parler de sujets que je pouvais pas leur parler il y a quelques années. Mais c'est parce que j'ai eu la confiance que le drag m'a donné aujourd'hui de pouvoir être un adulte, de pouvoir m'asseoir sur mes 2 pieds, sur mes 2 talons et de pouvoir dire mes idées de façon claire et précise. Et sans le drag, je ne serais pas à ce stade de ma vie. Donc vraiment, le drag, il m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, vraiment. Ok. Et on a parlé très rapidement de la ballroom, mais comment t'as rejoint la ballroom? Je t'ai parlé tout à l'heure de Paris is Burning. Exactement. Et alors j'ai regardé parce qu'il est plus disponible sur Netflix. Il est dispo sur une plateforme qui s'appelle Mubi, M-U-B-I. Payante. Alors payante, mais on a 7 jours gratuits. Okay. Donc on peut aller le voir. Okay. C'est une plateforme de cinéma vraiment pour les cinéphiles. Voilà. Donc si jamais vous avez envie d'aller voir Paris is Burning, documentaire. Il faut le voir. J'espère que vous l'avez vu quand même une fois parce que c'est une pièce de l'histoire qui est magistrale. C'est vraiment genre. Quand moi je regarde Paris is Burning, j'ai l'impression de prendre le bus magique et de voyager à travers le temps et de voir des personnes qui me ressemblent, des personnes on a vu qu'il y a 60, 70 ans de différence, mais les problèmes qu'ils avaient là-bas, c'est des problèmes qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Ils subsistent toujours, surtout genre pour moi qui était genre un jeune petit coureur africain, donc je me retrouvais tellement dedans. Et pour revenir à la ballroom... En 2 mots, qu'est-ce que la ballroom et peut-être qu'est-ce que raconte Paris is Burning pour que au moins tout le monde soit au même niveau, on va dire, d'information en quelques mots, pas besoin de... Du coup, Paris is Burning, c'est l'histoire de la ballroom, c'est un documentaire qui suit la ballroom dans ses débuts. Et la ballroom, du coup, c'est une scène qui a été créée dans les années 60-70 pour les personnes, pour les personnes noires et racisées, parce que c'est un moment où on n'était pas acceptés dans la société et on avait besoin de se retrouver entre nous en communauté. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur les Oasis. On avait besoin de se retrouver entre nous, entre personnes queer, racisées, et de pouvoir avoir le sentiment de faire partie d'une communauté et de vivre en communauté.
Et surtout que c'était une époque où les gens ils se faisaient exclure de chez eux, les gens ils n'avaient pas accès à leur famille, surtout très très jeunes. Donc c'était une seconde famille pour eux la ballroom. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc moi j'ai toujours eu le besoin de faire partie d'une communauté qui était visible, qui était queer, qui voulait crier sur tous les toits qu'on était queer. C'est pour ça que j'ai voulu rejoindre la ballroom. Et de là où sont inspirés, on va dire, la majorité de Drag Race, des défilés, tous les codes de Drag Race, c'est pas RuPaul qui les a inventés, c'est la ballroom. Ouais, bah, moi je dis la ballroom influence le monde. Hein. non, mais genre, c'est clair, la moitié des expressions que RuPaul il dit dans Drag Race, Sashay Away, genre, c'est des trucs qui viennent de la scène ballroom. Donc, même dans les challenges, il y a des hommages à la ballroom. Reading, c'est un terme qui vient de la ballroom. Reading is fundamental, que tout le monde crée aujourd'hui sans savoir d'où ça vient, mais c'est une ligne qui a été dite dans la ballroom par Dorian Corey, donc c'est vraiment genre... c'est une pièce de l'histoire pour moi, vraiment, Paris is Burning et la ballroom en général. Et alors, quand tu as rejoint la ballroom, ça s'est passé comment pour toi ? Enfin, c'était facile, T'étais né pour ça ou pas particulièrement ? Du coup, moi, j'ai envoyé un message à une house. J'étais fan de Shigo, La Durée, anciennement, qui était une drag queen qui était connue à l'ancienne, mais qui faisait partie de la House of La Durée. C'est plus le nom de la house, mais à l'époque. Et du coup, j'ai envoyé un message à Matthews, la mother de la house. J'ai dit, j'aime beaucoup votre house et j'aimerais bien venir à un training. Acceptez-moi, s'il vous plaît. Et moi, je faisais déjà du drag à cette époque, donc je me suis dit, je vais arriver en training, je vais tellement tête ça, ils vont vouloir me prendre immédiatement. Donc je suis arrivé, et c'était vraiment la honte de ma vie. C'était vraiment la honte de ma vie. J'étais tellement nulle, ils me demandaient de marcher, j'arrivais même pas à mettre un pied devant l'autre. J'étais en mode... on a fini là, et j'étais en mode... j'arrête la ballroom. Paris is Burning, tu m'as menti, j'arrête. T'as commencé et terminé la ballroom en une journée, quoi. Et sauf que, du coup, celle qui est ma mother aujourd'hui, Matthews, elle m'a dit... c'était intéressant. Est-ce que tu veux revenir la semaine prochaine ? On a un entraînement la semaine prochaine aussi. Est-ce que tu veux revenir ? Et du coup, j'ai dit OK, merci. Et du coup, je suis revenu. C'était toujours mauvais, mais un peu mieux. Je suis revenu. Et c'est là que j'ai appris. Okay. Et du coup, je suis rentré dans la house après, je crois, 1 mois, 2 mois et demi d'entraînement. Et maintenant, ça fait 4 ans que je suis dans la house. 3 ans. Et toi, tu étais dans quelle catégorie ? C'était quoi ta spécificité ? J'ai commencé en lip sync. C'est lip sync, quoi. D'ailleurs, mon tout premier lip sync, il est viral. Et il redevient viral tous les ans, il ressort. Okay. C'est moi qui fais un lip sync de Christina Aguilera, Hurts. Ok. Et je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Peut-être, là je l'ai pas, mais les gens ils savaient pas que c'est moi. Okay. Mais le lip sync il sort tous les jours et il y a des gens qui se bouchent les oreilles derrière et tellement le son il est fort dans la scène. Ok. Je vais te le montrer après. Avec plaisir. Mais c'est la plus grosse honte de ma vie parce que j'étais tellement vilaine. Ma robe, elle était, je sais pas. Mais du coup, j'ai commencé par la catégorie lip sync. Après, je suis allé sur Drag Face, qui est face pour les jolies filles en drag. Ouais. Après, j'ai fait Best Dressed. Après, maintenant, ma catégorie principale, c'est Runway. Okay. Donc, on y est. Ok. On s'amuse dans la ballon. Et alors tu sais, bon là on arrive quasiment à la fin de cette émission parce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais bon on avait 45 minutes et on a déjà dépassé de 5 minutes. C'est énorme. Okay. Mais bon, si on se fait peut-être un jour une partie 2, on verra, tu vois, sur tous les sujets dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Okay. Mais avant de se quitter, je t'avais demandé de préparer quelques petites recommandations. Toi, ton truc, c'est les films. Enfin, je sais pas, quoi t'as pensé ? Complètement les films, parce que c'est un peu ma passion à côté du drag. Genre aller au cinéma, regarder des films. Et déjà... Donc on prend des notes dans le public là-bas, je vous vois, vous êtes en train de vous endormir. Non, c'est bon, tout le monde est là ? Ils vont retenir. On vous berce. Déjà, le premier film que j'ai envie de recommander, c'est Anora. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non, alors vas-y, redis-moi. C'est Anora. Anora, ok. Avec Mikey Madison de Shane Baker. Et c'est le film qui a gagné la Palme d'Or à Cannes cette année. Et pour moi, c'est le film de l'année. Je pense qu'il va gagner l'Oscar du meilleur film cette année. C'est moi qui le dis, ce sera vrai. Il va gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Il va gagner un prix d'editing. Je pense qu'il va gagner... Original Screenplay. Il va gagner plein de choses. Et c'est un film qui parle de quoi ? C'est un film qui parle d'une travailleuse du sexe
et qui rencontre un héritier russe. Il commence une histoire d'amour, sauf que elle n'est pas conventionnelle du tout et elle finit très très mal. Mais pour moi, c'est vraiment pic cinéma. Ok. Il y a des petits problèmes, mais vous allez le voir. Si vous allez voir ma revue Letterboxd, il y a des petits problèmes que j'ai relevés, mais pour moi, c'est vraiment genre une pièce de cinéma magistrale et c'est vraiment le meilleur film que j'ai vu cette année. Il sort en salle le mois prochain, je l'ai vu en avant-première, star. Mais tu vois, au final, t'es devenu le Justin Bieber que tu voulais être. Ouais. Mais il sort en salle le mois prochain et vraiment, genre, foncez le voir. C'est vraiment, genre, un film important. Ok. Une autre idée comme ça? Parce que sinon, oui, tous les avis de Mami Wata sur le cinéma et bien plus sont dans Letterboxd. Sur Letterboxd. Miss Mamie, c'est ça? Miss Mamie, c'est ça. Du coup, hier, j'ai vu Terrifier 3. Ok. Et c'est un film d'horreur. C'est le premier film d'horreur interdit en France pour les moins de 18 ans depuis 2006. Okay. Pour la petite info. Parce qu'il est super gore. Et moi, j'ai trouvé très très bien. J'ai trouvé que si vous n'aimez pas le sang, vous n'aimez pas la peur, n'allez pas le voir. J'irai pas le voir. Mais je trouve que 2024, ça a été une très bonne année pour l'horreur avec Immaculate, The Substance, qui était ma troisième recommandation d'ailleurs, Terrifier. Donc je trouve qu'on est dans un retour du pic de l'horreur qu'on n'avait pas vu depuis le milieu des années 2010. Donc je trouve que c'était un très très bon film d'horreur original. Donc allez le voir aussi. Ok, parfait pour le mois d'Halloween. Et moi, alors j'ai pensé à une recommandation. Il y a un truc que j'adore sur YouTube, ça s'appelle Tiny Desk Concert. Je sais pas si t'as déjà vu ça. C'est vraiment des chanteurs qui viennent derrière un petit bureau avec leur groupe et ils viennent faire des versions acoustiques, assez authentiques, assez cool. Et du coup, j'adore. Enfin, tu vois, t'as eu Chaka Khan qui est passé, t'as eu Face, t'as eu Justin Timberlake, Chappelle Rohan. Enfin bref, vraiment plein de gens. Et là, j'en ai vu un récemment avec un groupe qui s'appelle Catriel et Paco Amoroso. C'est génialissime. C'est ce qu'on entend là. Ok, trop bien. C'est génialissime. Franchement, donc Tiny Desk Concert, la chaîne c'est NPR Musique sur YouTube. C'est trop bien. C'est vraiment des versions super. J'ai vu parler sur Twitter de Tiny Desk, ça me dit un truc. Ah non mais allez-y, à chaque fois c'est une régalade et en fait ça permet à la fois d'écouter ou de redécouvrir des artistes qu'on connaît dans des versions qu'on ne connaît pas, ou alors de découvrir complètement des artistes et tout. Et c'est vraiment... C'est vraiment très très cool. Donc voilà, c'était ma petite recommandation du jour. Et sinon, voilà, c'est la fin de cette émission. Est-ce que Mamie, ça t'a plu? Est-ce que t'as passé un bon moment? J'adore parler de moi, donc ouais, c'était génial. Moi, j'adore écouter, génial, c'était cool. Ça vous a plu derrière? Vous n'allez pas dire non plus. Je vous vois, donc vraiment, ça serait un dommage. Mais très bien, merci Mamie et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. Et merci au Paris Podcast Festival et à la Gaieté Lyrique pour l'invitation. Et merci à vous devant le studio d'être venus faire un petit coucou. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de la Quinterview Live, qui sait. Et en tout cas, merci à tout le monde. Merci d'écouter la Quinterview parce que c'est grâce à vous si aujourd'hui j'ai cette opportunité. Donc vraiment, merci tout le monde et à bientôt pour un prochain épisode. Et on like, on s'abonne, on fait tout ça. Tout ça. Bisous. Bisous. Au revoir. Incroyable.